Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Draw My Economy. Aujourd'hui, nous allons voir comment éviter de vous planter lors de votre premier achat immobilier. Je fais cette vidéo à partir du livre Mon premier achat immobilier de Arnaud Prisé. Je vous ai mis un lien dans la description pour que vous puissiez le trouver sur Amazon ou sur Kindle. Eva est une jeune trentenaire surbookée. Pour elle, tous les jours se ressemblent. Elle se lève à 6h du matin, passe dans sa salle de bain, prend son petit-déj et part au travail. Elle prend des bouchons pas possibles pour y arriver. Il travaille 8 heures, rentre chez elle toujours dans les bouchons, dîne rapidement, se couche et le lendemain, c'est la même chose. Elle est épuisée. Elle a même dormi les jambes surélevées parce qu'il paraît que c'était bon pour la circulation. Eh bien, le lendemain, toujours la même chose. Il y avait autant de bouchons sur la route. Bref, Eva Pissé veut absolument changer de vie. Et elle pense que la première étape pour arriver à l'indépendance financière passe par l'investissement immobilier. Oui, mais voilà, si elle se plante lors de ce premier investissement, eh bien elle en prend pour 20 ans. Elle risque d'avoir tous ses projets de vie bloqués sur les 20 prochaines années. Du coup, elle décide de commencer en achetant le livre Mon premier achat immobilier. Eva a un premier choix à faire. Acheter un appartement pour y vivre ou acheter un appartement pour le louer. Eva vit seule à Paris. Bon, il y a peu de temps, elle était avec un copain, mais elle l'a largué parce que c'était un connard vibrant d'incompétence. Et finalement, elle s'est aperçue qu'un canard vibrant lui suffisait amplement. Eva vit donc toute seule à Paris. Et elle a besoin d'à peu près 30 mètres carrés pour vivre correctement. Elle voit un petit appartement de 32 mètres carrés, qui, à l'achat, vaut 250 000 euros. Si elle emprunte les 250 000 euros à la banque, elle aura des mensualités de 1 300 euros pendant 20 ans. Par contre, aujourd'hui, elle loge dans 32 mètres carrés et son loyer n'est que de 800 euros. Ce qui veut dire que si elle achète un appartement pour se loger, ça lui coûtera 500 euros de plus par mois que sa location. Et ça lui bloquera totalement la possibilité d'acheter d'autres biens pendant plusieurs années. Acheter sa résidence principale n'est donc peut-être pas une bonne solution pour Eva. Selon le livre, il y a aussi un deuxième critère à prendre en compte. Combien de temps Eva va rester dans cette ville? Si elle doit déménager et revendre son appartement, elle va alors avoir des frais de notaire et des frais d'agence. Les frais de notaire représentent 8% de la valeur du bien et les frais d'agence 4%. Du coup, pour amortir ses frais, Eva a quand même intérêt à rester au moins 5 ans dans son logement. Puisque l'achat de sa résidence principale n'est pas une solution pour Eva, elle décide de se tourner vers l'investissement locatif. Eva gagne 30 000 euros par an et a un loyer de 9 600 euros. Dans une ville près de chez elle, elle a vu un petit appartement à vendre pour 100 000 euros. Avec sa banquière, elle a vu que si elle empruntait les 100 000 euros pour acheter cet appartement, elle devrait rembourser à la banque 7 000 euros par an. Et 7 000 euros par an, c'est à peu près le loyer qu'elle pourrait récupérer. Que va-t-il se passer si elle achète cet appartement? Elle aura acheté un appartement 100 000 euros et elle aura une dette de 100 000 euros. Son patrimoine sera donc de 0. Son salaire reste de 30 000 euros, elle aura des loyers de 7 000. Elle aura donc des revenus de 31 000 euros. Ses charges se composeront de 9 600 euros des loyers qu'elle paye, plus 7 000 euros de crédit, soit 16 600 euros de charges. Son reste à vivre, c'est-à-dire ses revenus moins ses charges, sera donc de 20 400 euros. Alors, vous me direz, pour améliorer sa situation, Eva aurait pu emprunter un peu d'argent à ses parents. Mais ça la gêne beaucoup parce qu'en tant que fille aînée, elle ne veut pas devenir la fille cadette. Du coup, elle a tout emprunté à sa banquière. Au bout d'un an, la dette d'Eva a déjà baissé parce que sur les 7 000 euros qu'elle rembourse à la banque, il y a 4 000 euros qui sont consacrés à rembourser la dette. Le reste de l'argent, en fait, ce sont les intérêts liés au prêt. Donc, au bout d'un an, Eva doit 96 000 euros à la banque. Et son patrimoine, la différence entre son actif et son passif, a donc augmenté de 4 000 euros. Peut-être même un peu plus si l'immobilier a monté dans sa ville. Que se passe-t-il au bout de 20 ans quand Eva a fini de rembourser le prêt? Eh bien, elle a un patrimoine de 100 000 euros, la valeur de l'appartement qu'elle avait acheté,
qui lui génère 7 000 € de revenus par an. Là encore, je fais comme si l'immobilier n'avait pas augmenté et que les loyers n'avaient pas augmenté non plus. Elle a donc un patrimoine de 100 000 € qui génère 7 000 € de revenus par an. Son salaire à elle n'a pas augmenté, toujours 30 000 €, et son loyer n'a pas non plus augmenté, toujours 9 600 €. Son reste à vivre, lui, a considérablement augmenté. Son reste à vivre, c'est 30 000 € de salaire plus 7 000 € des loyers qu'elle touche, 37 000 €, moins les 9 600 € de son loyer, soit 27 400 €. Eva a bénéficié des deux grands principes qui sont mis dans le livre. Elle a eu un effet de levier grâce au crédit de la banque, ce qui lui a permis d'acheter un appartement pour le louer, et en même temps, elle s'est enrichie sans avoir à augmenter sa rémunération ou son volume de travail. Du coup, comme l'opération n'a pas été contraignante pour sa vie de tous les jours, pourquoi ne pas la recommencer? Dès que son niveau d'endettement aura de nouveau baissé, sa banquière sera ravie de lui reprêter de l'argent pour qu'elle puisse refaire un investissement immobilier locatif. Eva est très intéressée par l'investissement locatif et par cet exemple donné dans le livre. Mais elle se dit, il y a quand même d'autres choses. Par exemple, il va y avoir des travaux. Alors, j'ouvre juste une parenthèse parce que là, je voulais faire une blague sur les Portugais et les maçons, mais j'ai trouvé que c'était pas très constructif. Donc je reste dans l'histoire. Il y a donc des coûts liés à l'entretien qu'il faut prendre en compte. Et puis, acheter une petite surface, c'est souvent plus cher du mètre carré. Et puis, si le locataire ne paye pas ou s'il endommage l'appartement, comment faire? Eh bien, le livre Mon premier achat immobilier parle de tous ces problèmes. L'idée, ça serait qu'Eva investisse plutôt dans un immeuble de rapport. Et plutôt dans une petite ville. Pourquoi un immeuble de rapport? Parce que Eva serait la seule à posséder l'immeuble. Elle pourrait donc décider des travaux sans être contrainte par le syndic de copropriétaires. Ensuite, quand vous achetez un immeuble, vous avez beaucoup plus de mètres carrés. Et du coup, le prix au mètre carré est généralement beaucoup plus faible que si vous achetez juste un studio. Enfin, en achetant un immeuble de rapport, vous avez plusieurs locataires. Du coup, si un locataire ne paye pas, ce n'est pas l'ensemble des revenus d'Eva qui s'écroule puisque les autres locataires continuent à payer leur loyer. Si Eva veut effectivement acheter un immeuble de rapport, il faut qu'elle oublie les grandes villes. D'abord parce qu'il y a énormément de concurrence avec des investisseurs immobiliers qui sont beaucoup plus riches qu'elle, mais en plus le prix au mètre carré va être tellement élevé qu'elle n'aura jamais les moyens d'acheter un immeuble de rapport. Eva lit dans le livre qu'il faut qu'elle achète un immeuble bien situé en centre-ville, dans une ville petite ou moyenne dont la population augmente. Il faut qu'elle vérifie que la ville est équipée des moyens de transport et qu'elle est située à environ 2 heures de trajet de chez elle. Le problème d'Eva, c'est qu'elle n'a pas le temps de faire tout ça. Trouver la perle rare, c'est très chronophage. Il faut scruter les annonces immobilières, il faut prendre sa voiture pour aller à 2 heures de chez soi, visiter les biens, se tenir au courant du marché, reprendre sa voiture. Alors en plus, Eva, elle déteste prendre sa voiture. Ça pue sa voiture. Mais en même temps, c'est normal, elle a acheté une Dacia Sandero. Bref, elle n'a pas le temps de faire tout ça. Sans côté qu'elle devrait devenir une experte en bâtiment, en fiscalité, en droit, en prospection, et que vraiment, ce n'est pas sa branche. Du coup, ce que lui conseille le livre, c'est de s'entourer d'experts. Par exemple, un chasseur d'immobilier qui a à peu près le même rôle qu'un agent immobilier, mais qui travaille directement pour l'acheteur. Ou encore un courtier qui va voir les différentes banques et qui va trouver le crédit le plus avantageux. Bref, le livre conseille de très bien s'entourer pour ce premier achat immobilier. Il va aussi aider Eva à construire le meilleur dossier possible pour réussir à convaincre sa banque. En fait, le dossier que va construire Eva doit garantir son sérieux auprès de la banque. Il doit être aussi détaillé que possible et montrer sa connaissance du secteur immobilier. Son but, c'est d'obtenir le meilleur prêt possible. Et vous, avez-vous déjà fait un investissement immobilier? Est-ce que cette idée d'acheter un immeuble de rapport dans une ville petite ou moyenne vous séduit? Dites-le moi dans les commentaires. En tout cas, personnellement, je vous conseille ce livre, Mon premier achat immobilier, petit guide pour ne pas vous planter pour les 20 prochaines années. Et le dicton du jour.
Tourne-toi vers le soleil et l'ombre sera derrière toi. Merci d'avoir regardé cette vidéo, mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui m'aident sur Tipeee et je vous dis à très bientôt.